Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? C'est la question fatidique. Bienvenue dans l'épisode 97 de l'émission Se traiter en première classe. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de parler des impacts des erreurs de jeunesse. Récemment, j'avais accompagné une jeune femme qui, quand elle était plus jeune, avait commis une erreur, entre guillemets. Et je vais aborder avec vous ce qu'on pourrait considérer comme étant des erreurs de jeunesse réellement, si je puis dire. Et en tout cas, ce qui s'était passé pour elle, c'est que plus tard, quand elle était adolescente, la personne qui avait, entre guillemets, subi les conséquences de cette erreur d'enfant avait parlé, d'accord ? S'en est suivi donc une conversation difficile avec les adultes où, eh bien, cette femme, elle s'était sentie humiliée, honteuse, démunie, jugée. Pourquoi tu as fait ça ? C'est la question fatidique qui lui avait été adressée. Et c'est souvent la question qu'on se pose aussi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est pas forcément, d'ailleurs, les erreurs de jeunesse ne sont pas forcément des erreurs que l'on commet quand on est enfant. C'est aussi des erreurs auxquelles on repense qu'on a faites quand on avait 20 ans, une fois qu'on a passé la trentaine ou la quarantaine, et on revient avec cette question fatidique, pourquoi j'ai fait ça ? Et souvent, quand on est amené à devoir se positionner dans le présent, sur une décision, sur une erreur, une décision du passé, une erreur du passé, eh bien, on n'est pas vraiment en capacité de répondre à cette question. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Alors, on a honte. On se sent vraiment pitoyable, car on voit que l'acte, en fait, en lui-même, qui est dépeint à ce moment-là par les autres ou en nous-mêmes, comme une véritable ignominie, comme de la honte, comme de la déception. Et bien sûr, on sait qu'en dépit des apparences, souvent, le pourquoi t'as fait ça, il vise que trop peu à vraiment comprendre ce qui s'est passé. Souvent, c'est plutôt une manière d'exprimer un reproche, une déception, une critique. Et ceci étant dit, les erreurs de jeunesse, elles ont tendance comme ça à nous revenir en mode boomerang. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences comme ça. À un moment donné, on a fait une erreur qui a impliqué une autre personne, et cette personne-là a, entre guillemets, elle a trahi le secret, ou elle s'est confiée à quelqu'un, ou elle a parlé tout simplement, elle a divulgué, etc. Donc les conséquences ressurgissent. Le secret, comme je te disais, il a été révélé. Alors, bien sûr, quand je parle d'erreur de jeunesse, je suis pas en train de parler à tout ce qui est criminel, d'accord ? Comme toucher à la vie, l'intimité, la dignité de quelqu'un. C'est pas juste une simple erreur de jeunesse, d'accord ? Mais les implications, ceci étant, dont je parle ici, peuvent être similaires, objectivement. Et pourquoi ces erreurs de jeunesse nous reviennent aussi en mode boomerang ? Parce que à un moment de nos vies, des fois, notre discernement a évolué, d'accord ? Comme c'est le cas, par exemple, du passage de l'enfance à l'adolescence. Parce que oui, le discernement n'est pas le même pour un enfant, et c'est normal, que pour un ado ou que pour un adulte, d'accord ? Donc quand on passe ces différents stades aussi, ça fait revenir aussi les choses en mode boomerang. Et puis aussi parce que à un moment donné, notre sens des responsabilités évolue aussi. On a mûri. Donc on voit les choses, on perçoit les choses, on les ressent différemment. Et là, pour cette raison aussi, cette question de la responsabilité, ça nous revient aussi en mode boomerang. Et du coup, va falloir dealer avec ça. Il va falloir faire avec. Parce que il arrive, oui, que ce sont des mois, même des années qui se sont passées. Et entre-temps, t'as évolué. Tu n'es plus. Alors je vais en citer des erreurs de jeunesse, par exemple. T'es plus cet enfant qui est fasciné par le feu et qui a mis le feu à un champ parce qu'elle a allumé. Tout ce que je vais dire, c'est sorti de faits réels, d'accord ? Cet enfant fasciné par le feu qui a mis le feu à un champ parce que elle a allumé une botte de foin pour faire sauter un pétard qui n'avait plus de mèche et ça a mis le feu au champ, d'accord ? T'es plus cette enfant curieuse qui a
palper la poitrine de son amie qui était plus âgée, alors qu'elle dormait, pensant qu'elle était dans un coma profond, et que par conséquent, elle s'en rendrait pas compte. Tu n'es plus cette enfant observatrice qui a voulu faire couler l'eau non-stop dans la cabane du jardin pour comprendre comment les pompiers faisaient débarrasser l'eau des maisons inondées. Tu n'es plus cette enfant coquine qui a taillé des morceaux de savon en forme de chewing-gum pour faire une blague à ta cousine. Tu n'es plus cet enfant rendant de service, entre guillemets, qui a mis des pâtes sur le feu en omettant d'y ajouter de l'eau. T'es plus cet enfant qui coupait les fourmis en deux pour voir de quel type de verre elles étaient composées. Tu n'es plus cet enfant qui a tiré sur une clope, qui a bu une gorgée de vinasse ou qui a avalé un morceau de charcuterie halal pour voir. Et la liste, elle peut être encore longue. Et d'ailleurs, je t'invite à l'allonger en commentaire si tu as d'autres erreurs de jeunesse comme ça à partager pour qu'on puisse s'y retrouver. Tout ça pour dire quoi? Que parfois, on se confronte à d'anciennes parts de nous. À un moment donné, on passe par l'adolescence, la raison se développe et puis on voit les choses différemment. Ou, pareil, la maturité se développe, hop, à 40, 30, 40, 50. On voit ce phénomène-là aussi quand, pour les personnes qui se mettent dans la religion à un moment donné, on voit les choses différemment. On se confronte à ces anciennes parts de nous, plus immatures, avec moins de connaissances, plus effrontées, moins raisonnables. Et la mise à jour, elle peut arriver hyper brutalement. La mise à jour, elle peut être brutale, parce qu'elle arrive justement avec son lot d'interprétations, de projections et de jugements. Pour vous, si je donne l'écho de jugement aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, pyromane, obsédé sexuel, sociopathe, psychopathe, sadique, transgresseuse, mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la peur. On a peur que cette erreur de jugement, dans les erreurs de jeunesse, cette inexpérience, cette décision impulsive, soit le signe ou la preuve d'un problème plus grand. Je vous donnais tout à l'heure aussi les exemples de, admettons que quand t'as 20 ans, t'étais pas dans la religion, t'as fréquenté des garçons, des hommes, t'as eu des relations intimes avec eux, et puis après, plus tard, tu te mets dans la religion et tu te revois, toi plus jeune, qui a fréquenté des hommes, etc., et il commence à avoir ce jugement qui vient. Et en fait, cette peur, en fait, de cette erreur de jugement, c'est de ces problèmes qui a tant été redoutés, plus ou moins inconsciemment, plus ou moins secrètement par la foule. Et du coup, la mise à jour entre toi, qui a commis cette erreur de jeunesse, et toi, qui te retrouve confronté avec plus de raison, plus de discernement et de sens de responsabilité, induit par l'extérieur, par exemple quand il y a quelqu'un qui parle ou qui ramène un secret, qui parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé, etc. Ou parce que toi, tu t'y confrontes dans ta nouvelle relation avec le souvenir, ta nouvelle lecture, parce que justement, t'as mûri, t'as grandi, t'as un sens de la responsabilité, du discernement plus développé. Quand on s'y confronte, ça n'a pas de conséquences. Ça n'est pas sans conséquences, si je vous le dis dans un meilleur français. Et je constate que souvent, repenser aux erreurs de jeunesse, ça peut entraîner beaucoup de conséquences négatives, tant psychologiques qu'émotionnelles. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais dans ce podcast, on va voir qu'est-ce qui bloque, d'accord? Et ces conséquences, elles sont souvent alimentées par quoi? Par des croyances limitantes qui sont très enracinées, d'accord? Je vais vous donner une analyse un petit peu détaillée de ces conséquences, avec des exemples et des explications des croyances sous-jacentes, justement. Il arrive, en premier lieu, si je puis dire, quand on repense, en fait, à ces erreurs de jeunesse, on ressent beaucoup de honte et beaucoup de culpabilité. Et ces émotions-là peuvent être, quand on n'a pas les outils pour pouvoir les digérer, si je puis dire, des émotions qui sont extrêmement paralysantes, qui peuvent étouffer justement la suite de la maturation, si je peux dire ça comme ça, on va dire de la croissance personnelle. Et ça engendre un vrai cercle vicieux de dévalorisation de soi et d'autocritique constante. Parce que justement, qu'est-ce qui va faire qu'on a du mal à élaborer, si je puis dire, à dépasser la honte, la culpabilité? C'est quand on tombe justement dans ce mécanisme d'autocritique. Pourquoi? La croyance limitante qui est souvent associée, c'est « j'ai fait une erreur, je suis une mauvaise personne », en mode condamnation. Une personne, par exemple, qui se souvient de ses excès lors des fêtes, quand je vous disais l'exemple tout à l'heure de 20 ans, etc., elle a connu des hommes et tout. Et puis, après, le cheminement, c'est pas forcément du religieux, mais voilà, la conscience se développe, le sens moral évolue, etc. Et là, du coup, elle peut repenser à elle en mode, mais je suis pas une femme morale, si je peux dire ça comme ça. Je suis pas une femme de valeur, parce qu'elle va associer ses comportements du passé à son identité actuelle, en oubliant complètement que les erreurs, c'est une part de son apprentissage.
quels impacts aussi on peut observer dans les erreurs dans la perception qu'on a, dans le vécu qu'on a de nos erreurs de jeunesse, le vécu présent de nos erreurs de jeunesse, c'est la perte de confiance. Autrement dit, le sentiment le sentiment d'efficacité personnelle qui peut en prendre un coup. Parce que repenser à ces erreurs, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, ça va affecter l'estime de soi, mais ça mène aussi à une auto-perception négative. Et ce sentiment-là, je vous renvoie au podcast que j'ai fait exclusivement réservé à la question, sentiment d'efficacité personnelle, il peut être affecté par le regard qu'on a sur nos capacités à prendre des bonnes décisions. Souvent, la croyance limitante qui est associée à ça, c'est tu te dis que tu es incapable de faire des bons choix. Parce que tu vas tirer la conclusion de « j'ai fait une erreur de jeunesse », ça peut être une mauvaise décision, entre guillemets, et toi, tu vas tirer la conclusion que tu es pas capable de faire des bons choix. Autrement dit, ta compétence pour prendre une décision, c'est une compétence. Tu vas voir comme si tu es vraiment pas bonne pour faire ça, quoi. Si tu te reproches par exemple d'avoir fait un mauvais choix universitaire ou un mauvais choix de carrière ou un mauvais choix de père, de mari, etc., tu vas douter après de ta capacité à faire des choix judicieux, si je peux dire ça comme ça. Et cet auto-doute perpétué qui continue, ça va clairement entraver ta prise de décision actuelle et future. C'est-à-dire que même si tu as la compétence, le regard que tu vas avoir sur ta compétence et l'émotion qui est associée à ça va vraiment faire capoter le mécanisme, si je puis dire ça comme ça. Et il arrive aussi que, de par dans les impacts des erreurs de jeunesse, il y a aussi forcément beaucoup d'anxiété et de stress. L'anxiété liée aux erreurs passées, elle peut se manifester par quoi ? Une rumination constante, le fait de ressasser, etc. Et le fait de beaucoup s'inquiéter, d'avoir de l'inquiétude excessive. Cette anxiété, c'est parce que c'est de l'anxiété, d'accord ? Elle peut devenir chronique, c'est-à-dire vraiment s'installer dans le temps. Et ça, forcément, ça affecte le bien-être, la santé mentale. Clairement, c'est très difficile de se traiter en première classe dans ces moments-là. Et souvent, la croyance limitante qui est associée à ça, qui va développer le fait de vivre en fait ces erreurs de jeunesse-là en mode anxiété et stress, c'est que tu es en mode il faut absolument que j'évite de refaire des erreurs à tout prix, d'accord ? Et c'est par exemple, admettons que tu as fait une erreur financière par le passé, tu as prêté de l'argent, t'as fait un crédit alors que ça allait pas dans ton ça correspond pas à ton système de valeur actuel, etc. Là, tu vas être en mode tout le temps, tu vas être excessivement anxieuse en fait à propos de toutes les dépenses, tout ce qui est autour de l'argent, et ça va entraîner un stress, de l'anxiété, une incapacité à apprécier le présent. D'accord ? Toujours dans la même veine que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la prise de décision, cette peur en fait de refaire des erreurs, ça peut paralyser au point que ça nous empêche de prendre des décisions importantes. Du coup, on va essayer alors soit ça va nous faire stagner énormément dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels ou personnels, soit on va essayer de refiler la prise de décision autour de soi et s'en trouver frustré après. Et souvent, quand on est dans cette paralysie décisionnelle, on a cette croyance limitée que non, mon jugement, c'est pas trop ça. Je peux pas, entre guillemets, faire confiance, je peux pas me fier à mon jugement. Et du coup, justement, pour rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, le choix du mari, et admettons que tu as vécu un divorce, une rupture douloureuse, et que toi, t'es engrammé, si je peux dire ça comme ça, que tu t'es retrouvé dans cette douleur, dans cette rupture douloureuse, parce que tu avais fait un mauvais choix de partenaire, ça va te faire vraiment hésiter à t'engager à nouveau, parce que tu vas avoir cette peur de répéter les mêmes erreurs, de revivre la même chose, surtout au niveau émotionnel, et du coup, ça peut bloquer le fait de se remarier, de retravailler, de refaire plein de choses. Dans d'autres conséquences, on voit aussi souvent c'est des phénomènes de ressentiment extrême envers soi-même pour des erreurs passées. Je vous en ai parlé un petit peu, on a touché ça du bout du doigt tout à l'heure. Et ça conduit à avoir une vie qui est pleine de regrets. Forcément, t'es pas du tout épanoui quand t'es dans cette perspective-là. Et être coincé en fait dans ce ressentiment, dans cette colère vis-à-vis de soi pour les erreurs du passé, ça empêche clairement de trouver une paix, une certaine sérénité intérieure, le fait de pouvoir accepter, de faire avec son destin en fait, avec sa vie, et du coup de profiter aussi par conséquent des bienfaits que tu as actuellement. Et souvent, la croyance limitante qui est associée à ça, c'est
si j'avais quelque chose de l'ordre de si j'avais fait les choses différemment, comme on dit, c'est le si qui ouvre les portes du diable. Si en mode si seulement j'avais fait les choses différemment, ma vie elle serait bien meilleure. Et du coup, ça t'emmène dans le cycle du regret, de pas par exemple avoir épousé un tel, poursuivi des études, avec le sentiment souvent une espèce de complexe d'infériorité, le fait de se sentir inférieur, d'être insatisfaite de sa situation actuelle, en n'étant pas en capacité non seulement d'apprécier, même au-delà du fait de ne pas apprécier les bienfaits, les aspects positifs de sa vie, c'est aussi de les négliger. On voit aussi une autre conséquence du fait d'être bloqué dans les erreurs de jeunesse, c'est des conséquences de l'ordre du relationnel en fait. Souvent ce qu'on voit, ce sentiment de honte, de culpabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut aussi amener à se retirer socialement. On craint le jugement des autres, où on sent carrément qu'on mérite pas d'être entouré, tellement on s'en veut pour ce qui s'est passé. C'est une croyance limitante qui est de l'ordre du si les gens savaient, si on me comprendra pas, de toute façon, s'ils savent, ils vont pas me comprendre. Ils ou elles sont en train, s'ils sont au courant, ils sont en train de me juger pour cette erreur passée là. C'est un peu le reflet du propre jugement que tu as envers toi en fait. Quelqu'un par exemple qui a traversé une période de dépression ou une période d'addiction, elle peut se sentir après indigne d'amitié, de relation, en mode parce que souvent dans les addictions ou dans les dépressions, en plus on n'a pas été au top dans les relations, si je peux dire ça comme ça, mais il y a ce truc où on s'en veut, où les autres vont pas nous pardonner, il y a cette projection et du coup on préfère l'isolement au fait de pouvoir remettre un pied dans la vie sociale. Parce que ça implique en fait une vulnérabilité avec laquelle on n'est pas en capacité de faire. Et puis ce qui se passe aussi quand on a, ce deuxième effet qui se coule, si je puis dire, des erreurs de jeunesse, c'est le fait de perpétuer, c'est un mécanisme un peu de perpétuation des schémas destructeurs qui se met en place. Parce que quand tu n'as pas une réflexion constructive, cette rumination sur les erreurs du passé, elle peut mener justement à la répétition des mêmes schémas destructeurs, parce que ton système de pensée reste le même. Et ça, forcément, ça va entraîner quoi ? Toute la résultante, tu penses, de tout ce que je t'ai parlé avant. Ça entraîne quoi ? Un cycle de comportement, en généralement, autodestructeur, auto-sabotant. Souvent, cette croyance limitante, c'est un peu une espèce de mood, une espèce d'ambiance interne, si je peux dire ça comme ça, de fatalité, où on se sent en fait prédestiné dans la fatalité à répéter des erreurs. Une personne, par exemple, qui a échoué dans un projet pro ou même dans un mariage, elle peut inconsciemment saboter après ses futures relations, ses efforts futurs, parce que tout simplement, elle se croit pas faite pour réussir une vie de couple, une vie de mariage, une vie professionnelle. Les erreurs de jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant de regarder, d'interpréter au travers du prisme des croyances limitantes, d'essayer de toucher ça du bout du doigt. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en profondeur au sein du bootcamp MaPsyCampus. Parce que ça peut avoir justement des conséquences psychologiques, émotionnelles, significatives, un impact dans le présent. Et c'est vraiment hyper important de travailler sur ça pour justement transformer sa perception, son vécu, son système de pensée à travers ça. D'ores et déjà, ce que je te conseillerais de faire, c'est bien sûr de mener une introspection qui va être productive. Et d'ailleurs, si tu veux pouvoir commencer à mettre un pied là-dedans, tu peux te procurer aussi le journal d'introspection, qui est un outil pour justement identifier, restructurer les pensées, gérer ses émotions, pouvoir développer de l'autonomie émotionnelle. C'est un outil que tu peux retrouver, qui vient de MaPsyCampus, mais que j'ai mis à disposition pour les personnes qui veulent mettre un petit pied et voir ce que ça donne, que tu peux retrouver sur mapsyenlignechaismoi.fr/journal. C'est vraiment un outil qui permet de transformer vraiment sa vie, sa perception, la perception de sa vie, la manière de vivre les choses, de développer plus de confiance, plus de sérénité, et de commencer justement ce voyage, de mettre le pied à l'étrier pour ce voyage vraiment vers une version de soi où on se sent plus confiante, plus sereine et plus épanouie parce qu'on travaille sur l'intérieur. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Si vous voulez partager des erreurs de jeunesse, on va dire, allez, on va pas dire les vôtres si vous êtes timide, mais certaines que vous avez observées qui avaient ce genre de conséquences chez les personnes. Moi, je vous dirai pas laquelle, mais sachez que, d'ailleurs, on prend les paris en commentaire. Dans celles que je vous ai citées,
Eh bien, il y en a une qui vient de moi. Donc, je vous laisse prendre les paris en commentaire si vous voulez. Mais j'aimerais vraiment avoir vos retours, comment vous vivez justement cette perception présente des erreurs du passé, finalement, les erreurs de jeunesse, les erreurs du passé. Et bien sûr, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous mettent des commentaires, qui nous répondent par mail, avec qui on peut interagir justement sur comment vous recevez tout ce contenu qui est mis à votre disposition gracieusement dans ce podcast, dans le podcast de l'émission Se traiter en première classe. Si vous voulez adresser une note, une review, parce que vous écoutez par exemple depuis Apple Podcast, Google Podcast, pareil, ça fait plaisir. Et pareil pour vos commentaires sur l'article du blog, parce que vous trouvez généralement l'article correspondant au podcast qui apporte un petit peu une petite vision différente, les deux se complètent, le podcast et l'article. Donc, si tu veux d'ailleurs retrouver l'article, si tu arrives depuis le podcast, tu peux le retrouver sur mapsyenlignechez-moi.fr/blog. Là, sur le blog, tu trouveras tous les articles correspondants. Pense à t'abonner, bien sûr. Et merci de votre écoute. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine. Je vous ai proposé l'émission du podcast Se traiter en première classe. C'est ta petite dose hebdomadaire pour faire un petit peu d'introspection, pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je passe toc-toc pour vous donner des petites explications impactantes, des conseils concrets, pour que justement vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos traumatismes, de vos erreurs de jeunesse, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je vous dis à bientôt, bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.